Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Dans cet épisode de So Sweet Planet, je vous propose une rencontre avec Julien Vidal pour parler de son nouveau livre « Mon métier aura du sens ». Un livre pour accompagner la jeunesse et les personnes qui se réorientent vers de nouveaux débouchés. Je vais lire le petit texte de présentation. Les métiers de demain existent déjà. Ils sont déployés par les structures de l'économie sociale et solidaire et de la transformation écologique. Faire mieux avec moins de ressources, recréer du lien avec les autres, retrouver du sens au travail, régénérer le vivant, faire de la culture un engagement éthique. Avec près d'une quarantaine de fiches métiers et une galerie de témoignages inspirants, Julien Vidal montre qu'il existe un maillage de projets, de structures et d'initiatives qui incarnent les modes de vie de demain. Ce livre participe à la bataille des imaginaires et apporte les références économiques, techniques et culturelles nécessaires pour révéler d'autres pistes d'orientation professionnelle et être enfin à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Julien Vidal a lancé le mouvement et le podcast « Ça commence par moi », dont le livre s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires pour, je cite, « éveiller les consciences aux enjeux du dérèglement des écosystèmes et aux alternatives durables et solidaires ». Il est directeur de l'association « Ça commence par moi » et également conférencier, formateur et enseignant à l'Institut Transition à Lyon. Son nouveau podcast 2030 Glorieuse a dépassé les 500 000 écoutes depuis sa création en 2020. Bravo. Merci. Et bonjour Julien. Merci Anne pour cet accueil. Effectivement, c'est un peu intimidant d'écouter cette longue liste. Là, je me rends compte que mon agenda est bien rempli, mais je suis content de pouvoir échanger de tous ces sujets qui me passionnent avec toi. Écoute, moi aussi, vraiment, j'en suis ravie. Et je crois qu'en plus, il en manque dans la liste, non ? Tu n'as pas aussi animé des petites chroniques pour France 5 ? Oui, il y a eu plein d'autres petits projets, mais c'est ça, quand on trouve le métier qui a du sens pour soi et qu'on l'incarne avec toute son énergie, toute son envie, en fait, il y a plein de choses qui se passent et plein de perches qui sont comme ça, qui apparaissent sur notre chemin. Et donc, entre autres, notamment des chroniques télé, mais en fait, plein d'autres choses dont on pourrait discuter. D'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Bon, je sais que tu l'as déjà fait, mais pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, et ce qui t'a aussi amené là, à aujourd'hui, c'est-à-dire à ce livre et à où tu en es aujourd'hui de tes prises de conscience, parce que j'ai compris en écoutant plusieurs de tes interviews et en lisant ton livre qu'il y avait eu tout un cheminement, et ça je pense que ça va parler à pas mal de nos auditrices et auditeurs. Donc où tu en es aujourd'hui de tes prises de conscience et de ce que tu en fais. Tu vois, ta question de où j'en suis, je pense qu'elle est bonne parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui s'arrête un jour. J'ai pas l'impression que c'est une fin à atteindre, mais vraiment un chemin à parcourir avec enthousiasme, avec curiosité. Et là, en ce moment, c'est vrai que je me pose vraiment la question de notre force de travail comme levier de transformation de notre société pour nous mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle. L'année dernière, j'avais envie de plus me positionner sur les questions politiques, notamment de faire exister des imaginaires, des abondances qui permettaient de, pourquoi pas, rassembler, massifier, donner envie. Ces dernières années, avec le mouvement Ça commence par moi, j'ai beaucoup été identifié sur l'engagement citoyen qui permettait de dépasser les petits gestes et de se rendre compte qu'en fait on avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, mais aussi que le fait de vouloir remettre la joie au cœur de nos vies et de raconter nos changements, c'était des leviers qu'on avait un peu sous-estimés, tant on est des animaux sociaux par excellence qui agissent justement par la désirabilité. Donc la joie, c'est un vrai facteur de désirabilité, mais aussi qui agissent en suivant les histoires et les récits et les partages, les témoignages des autres. Donc ça, ce sont des découvertes que j'ai accumulées ces dernières années. Là aujourd'hui, je t'avoue que plutôt que de confondre urgence et précipitation, je me rends vraiment compte que là, il faut qu'on soit beaucoup plus stratégique dans le déploiement de justement ce mode de vie qui moi m'intéresse, qui soit à la hauteur encore une fois des enjeux, donc profondément durable et profondément solidaire. Et j'ai l'impression
que le bon marchepied entre action, prise de conscience individuelle qui est en train ou qui a peut-être déjà eu lieu et changement d'échelle au niveau politique, le bon marchepied, la bonne marche intermédiaire, c'est le niveau économique. Et parce qu'il y a une vraie transformation des entreprises, parce qu'elles sont confrontées directement à ces questions sans attendre, parce qu'il y a des millions d'euros qui peuvent être investis assez rapidement, et donc une vraie force de frappe, et en même temps une flexibilité qui est complètement différente du temps politique. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les métiers qui auront du sens. C'est pour ça que j'ai envie de travailler là avec les rencontres dans le cadre du podcast 2030 Glorieuses, justement à donner à voir d'autres manières de vivre ensemble que simplement sous la cloche du capitalisme. Oui. Si je te demandais quelques mots sur ton parcours, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir que tu étais allé vraiment sur le terrain aussi, ce qui a permis, je pense, une maturation de oui, ce tu as raison, cheminement. Anne. C'est vrai que je le dis jamais assez, tellement c'est pour moi une évidence, et en fait, ça l'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que plutôt de théoriser ou de vivre Voilà. ça depuis la porte d'entrée occidentale, française, moi j'avais envie, tu vois, je me disais qu'en tout cas, je pense que c'est un cycle, hein, c'est pas linéaire, mais je me disais que l'amélioration de nos modes de vie, à nous, humanité, passait par la rencontre interculturelle et le fait de me confronter à d'autres réalités. Et donc en vivant en Philippines, en vivant en Colombie, je savais que j'avais énormément de choses à apprendre, à découvrir, à ressentir, à vivre en fait. Et donc le travail dans les ONG m'a permis, en vivant dans les quartiers défavorisés en Colombie et aux Philippines, de me rendre compte de tout un tas de choses. C'est vrai, de besoins immenses dans ces pays, mais aussi de tout un tas de limites que nous, on a normalisées dans nos pays occidentalisés à nous. Et donc plus j'avançais, plus je me rendais compte que effectivement les questions de développement économique, social, éducatif, de santé, etc. étaient primordiales, et à la fois que j'avais pas du tout suffisamment considéré les questions écologiques, notamment quand j'étais aux Philippines. Là, ça m'a vraiment marqué, ça m'a frappé, tant les Philippines sont déjà largement secouées par l'urgence climatique notamment. Et donc ça m'a donné envie d'éclairer différemment mon engagement et de le vivre de manière, encore une fois, le mot stratégique, je crois qu'il va revenir plusieurs fois pendant notre échange, mais de le vivre vraiment de manière très stratégique, parce qu'en fait, si on veut faire bouger les choses, il faut s'attaquer à la racine du mal, pour le dire comme ça. Et la racine du mal, c'est notre mode de vie capitaliste, occidental, qui fait voir tout le vivant comme une simple ressource. Et donc, il faut balayer devant sa porte, hein, on ne peut pas le dire autrement. Oui. Oui, parce que ce que j'avais lu et que j'ai trouvé intéressant lorsque, dans une interview, j'ai lu que tu parlais de cette période de ta vie, et tu parlais du fait que ça t'avait frappé et éveillé à ce moment-là, je crois, au lien de causalité entre notre façon ici d'acheter, de consommer, et les répercussions que ça avait à l'autre bout de la planète, dont on n'a pas encore assez conscience, même s'il y a de plus en plus d'informations, de reportages, de documentaires qui viennent en témoigner, mais ça reste encore une minorité, je crois, de gens qui sont au courant de ça. Et toi, à ce moment-là, c'est un peu, si j'ai bien compris, une claque, et ça participe aussi à une mise en mouvement où tu te dis, mais c'est plus possible, quoi. Je pense que la mise au mouvement, elle était déjà là, parce que j'avais de la chance d'une certaine manière, c'est d'être grenoblois. Et nous, à Grenoble, on vit un peu déjà dans notre chair le dérèglement climatique, l'impact de l'être humain sur son environnement, comme on l'appelle encore malheureusement, parce que on a les pics de pollution qui sont assez réguliers, parce qu'on a les neiges qui sont de plus en plus rares ou chaotiques, et donc on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ça fait longtemps. Et donc ça fait longtemps que je me pose la question de ma consommation, de mon alimentation, notamment du prisme des déchets, qui est un peu une porte d'entrée assez classique sur ces sujets. Et à la fois, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, que j'ai vécu vraiment, que je me suis pris une claque en étant aux Philippines, tu as raison, parce que non seulement je me suis rendu compte que c'était la réalité à l'autre bout de la planète aussi, mais que c'était beaucoup plus puissant, et que nous, on avait pour l'instant été qu'effleurés par ces risques, tous ces risques, hein, et notamment encore une fois climatiques, mais pas que. Et donc ça m'a non pas du coup mise en mouvement, mais vraiment fait accélérer sur ces sujets, et ça a marqué mon engagement avec un sentiment peut-être d'importance, d'urgence, de nécessité encore plus primordiale, ouais, en me disant, mais en fait, nous on est effectivement à l'origine de ça, parce que ce sont nous occidentaux qui avons la dette écologique la plus importante, hein, si on regarde depuis les 200-300 dernières années. Mais en plus, malheureusement,
on se rend même pas compte qu'on en souffre malgré nous, parce que ça nous a pas encore touché, qu'on est déjà en train de toucher du doigt les limites de notre mode de vie différemment, parce que on a des burn-out, parce que on a des maladies qui sont de plus en plus puissantes, une espérance de vie en bonne santé qui nous touche, une quête de sens, des fêlures dans notre tissu social, enfin bref, plein de choses qui sont en fait elles aussi tout à fait liées avec notre mode de vie tout simplement. Avant de parler un peu plus, et beaucoup plus même du fond, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la forme du livre pour donner envie aussi à nos auditrices et auditeurs d'aller s'y plonger si voilà, le sujet les intéresse. Et je pense que même si on n'est pas soi-même déjà ou si on est déjà dans un métier qui correspond à ça et qui a du sens, ou si on commence tout juste à se poser la question, après faut-il que la forme et les contenus soient attrayants? Et là j'ai trouvé que c'était le cas. Et le livre, il est aussi pédagogique parce que tu présentes un état des lieux pour expliquer le contexte et l'urgence de voir ces métiers prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que en fait, c'est pas une liste de fiches métiers ou une énumération, c'est pas un catalogue. Tu expliques vraiment la raison d'être de ces métiers et tu justifies leur importance aussi. Oui, bah là, alors déjà merci pour le compliment parce que tu me fais le retour que j'attendais en mettant au monde ce livre. Un livre qui soit beau mais qui soit aussi profond et qui permette à différentes personnes en fonction de leur intelligence, leurs besoins, du moment dans lequel elles sont, de s'y retrouver et de pouvoir se servir de ce livre comme un accélérateur de sa transformation professionnelle en l'occurrence. Donc merci pour ce beau compliment que tu me fais. Et en fait, c'est vrai que je suis parti de constats très personnels. C'est très égoïste en fait de faire un livre. En tout cas, moi, dans mon processus de construction d'un livre, je le fais pour moi. Je le fais pour moi et là, en l'occurrence, je le faisais pour moi il y a 20 ans en arrière je m'en rappelle, mais vraiment de manière très vive, passait des heures au CDI de son lycée en train d'essayer de trouver voilà, l'inspiration qui ne venait pas, notamment dans les classeurs ONICEP. Je me rappelle, mais comme si c'était hier, d'être assis, adossé au rayon du CDI et de me dire, mais en fait, il n'y a rien qui me fait rêver, c'est triste, c'est sec, c'est aride, ça m'emballe pas du tout. Et d'essayer de déployer un peu les imaginaires qui potentiellement étaient un peu cachés derrière ces présentations-là et de devoir choisir par défaut, par mimétisme, par envie de cocher certaines cases, de faire plaisir à certaines personnes. Et je me suis dit, mais c'est tellement triste de devoir réfléchir comme ça, c'est pas possible en fait. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie, si tu veux, d'inverser la tendance et de me dire qu'on pouvait regarder l'avenir avec gourmandise, avec envie. Et donc ça mérite de voir que d'autres s'y mettent, d'incarner ses possibilités, de raconter pourquoi c'est intéressant, de donner la parole à des expertes et à des experts, mais aussi je crois que, et ça transparaît un peu dans le livre, d'oser faire un peu aussi un travail de transparence, d'honnêteté et de raconter son parcours, parce que le fil rouge, un peu le fil conducteur du livre, c'est mon parcours finalement, avec mes interrogations, mes évolutions, les pièges dans lesquels je suis tombé, pour montrer qu'en fait ce sont des questions qu'on se pose tous et toutes à un moment et un autre, qu'il n'y a pas de honte, au contraire, c'est que c'est plutôt sain, c'est plutôt fertile, et donc je pense que ça fait résonner quelque chose qui met encore plus en mouvement que si on apporte un contenu, j'allais dire, un peu plus froid. Oui. Et donc le livre, pour parler de la forme, le livre est divisé donc en 5 grandes parties. Est-ce que tu peux nous les présenter avec les titres tout simplement déjà, pour que nos auditrices et auditeurs aient une idée de la forme avec ce que l'on peut trouver dans chacune de ces parties? Ouais, effectivement, la première partie, c'était l'idée de raconter pourquoi il y avait en ce moment ce grand chamboulement sur la place du travail dans nos vies. Et donc, en gros, je parle de la bifurcation, je parle de comment on a remis en question justement la place que nos métiers prenaient dans notre quotidien, dans notre agenda, dans notre attention, dans notre corps,
tout un tas de bonnes raisons et que l'élan qu'on voit notamment du côté des étudiants qui ont décidé de ne pas attendre de faire leur crise de la cinquantaine, quarantaine, trentaine pour enfin écouter qui ils sont vraiment, c'était salutaire et que c'est pas du tout quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose qui montre que justement on n'en a plus rien à faire des autres, on pense qu'à nous, au contraire c'est très salutaire parce que ces étudiants ils disent en fait moi j'ai des valeurs fortes, j'ai envie de leur donner toute la place qu'elles méritent et donc ils cherchent à tout de suite mettre leur temps, leur énergie et notamment les dizaines de milliers d'heures qu'on va passer au travail justement à disposition de ce monde qu'on a envie de voir émerger le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment une cohérence, hein, tu dis qu'il y ait une cohérence. Oui, voilà, c'est une cohérence, mais c'est aussi une opportunité en fait, plutôt que de se dire j'arrête d'être vraiment moi quand je vais travailler, j'essaie de faire le moins possible pour gâcher le moins d'énergie possible, pour me faire le moins de mal possible même parfois. Et puis je commence à enfin respirer quand je sors de mon lieu de travail. C'est juste fou de se dire ça. Et donc voilà, c'est ce premier appel en disant c'est pas trop tard, au contraire. Et puis surtout stratégiquement, encore une fois, si ces jeunes osent le faire, vous pouvez le faire aussi. Il est temps de non pas faire le moins de mal possible, mais au contraire de se ressaisir de ces milliers d'heures de travail pour faire à nouveau du bien, à nous-mêmes, aux autres et aux vivants dans sa globalité. Et en fait, on fait partie de ce vivant et c'est important de le rappeler. Et après, une fois que je dis ça, une fois que je passe un peu cet appel, que je tape un peu du poing sur la table d'une manière ou d'une autre, je propose 4 alternatives au capitalisme, au néolibéralisme. Et je montre qu'en fait, contrairement à ce qu'on veut bien croire ou veut bien nous présenter, dit comme ça paraît un peu manipulateur, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de ça. En fait, l'écologie, c'est pas que de la décroissance, bien au contraire, c'est plein de possibles nouvelles abondances et qu'en plus il n'y a rien à inventer, que tout existe déjà et que tout est expérimenté sur le territoire. Et donc je donne à voir 4 alternatives à l'économie classique actuelle et notamment une économie qui permet de faire mieux avec moins, une économie qui permet de recréer du lien avec les autres, une économie qui permet de régénérer le vivant et une économie qui permet de redonner de la place à nos rêves. Et dans chacune de ces parties, j'explique pourquoi c'est important pour moi, j'explique pourquoi c'est important pour les personnes qui nous lisent, je donne la parole à une experte ou à un expert qui nous raconte pourquoi on va pouvoir se saisir de toutes ces opportunités. Il y a des infographies avec des chiffres, avec des études qui expliquent pourquoi c'est important pour la planète aussi. Exactement, les limites planétaires dans lesquelles on se rend compte, se retrouve, les limites sociétales dans lesquelles on est en train de s'empêtrer et à la fois aussi tout ce qui peut nous attendre pour nous libérer justement. Et puis viennent du coup à chaque fois dans ces 4 thématiques une dizaine de fiches métiers qui sont en fait écrites par des gens, il y a des vrais gens derrière les fiches métiers, c'est ça qui m'intéressait, qui témoignent en fait de leur métier, qui le racontent, qui racontent leur emploi du temps, les compétences dont ils ont eu besoin, comment ils se sont parfois même créés leur propre métier, quels impacts dans leur vie et quelle joie ça aussi crée avec les effets des multiplicateurs qu'on peut tout de suite imaginer. C'est aussi très terre à terre parce qu'on parle de formation, on parle de salaire, on parle de tout ça pour que les gens en fait... J'ai bien apprécié que les salaires, parce que souvent on a l'impression que ce sont des métiers de crève la faim, en fait c'est des métiers sympas mais que il n'y a pas moyen d'en vivre. Or, bien sûr que si, en fait. C'est ça qui est important. En toute transparence, il y a des métiers où on voit que effectivement, c'est un peu le minimum pour vivre, mais les gens, ils sont très heureux qui témoignent. Et puis on voit aussi qu'il y a des métiers qui permettent de vivre assez correctement, d'un salaire tout à fait décent. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, même, tu vois, cette question de décence, Anne, elle est intéressante parce que du coup, en exposant le fait que le salaire soit plus ou moins, effectivement, à la hauteur des standards de la société actuelle, on pose une question qui est différente et que j'aborde d'ailleurs dans certains passages du livre, de se dire, mais de quoi on a envie de remplir nos vies ? Est-ce qu'on a envie de remplir nos vies d'un salaire qui est justement présenté comme confortable avec tout ce que ça implique de couleuvres qu'on avale, de choses qu'on accumule et qui en fait nous font pas du bien, ou est-ce que parfois quand on est vraiment à la recherche de qui on est profondément et que ça implique d'aller vers un métier qui est pas forcément avec un gros épanouissement financier, ça serait pas en fait une opportunité de se poser la question aussi de nos réels besoins et d'apprendre
à vivre plus chichement, non pas pour subir non pas pour subir la sobriété, pardon, mais au contraire pour que cette sobriété, elle soit une condition sine qua non à d'autres abondances, à d'autres croissances, à d'autres choses qu'on remplirait. Et en fait, du coup, on se rend compte que l'argent, c'est plus une fin, mais un moyen. Et ça aussi, je trouvais que c'était important de le dire. Oui, et que la sobriété n'est pas forcément punitive, comme on veut nous le faire croire quelquefois. Et encore une fois, que la sobriété, c'est juste un moyen. C'est un moyen de remplir nos vies différemment. C'est pas juste le fait de mettre des œillères ad vitam aeternam et de devoir vivre malgré nous dans une société de la surabondance dont on ne pourra même pas profiter. Parce que là, effectivement, c'est de la frustration garantie. Surtout quand on sait qu'actuellement, on fait peser l'effort sur des gens quand d'autres en profitent encore grassement. Et donc, cette injustice, elle est encore plus intolérable. Là, l'idée, c'est que la sobriété, elle soit décidée et qu'en fait, on se rende compte que c'est une libération. Et donc, pour terminer sur la forme, vraiment, les fiches métiers sont... Enfin, les personnes qui témoignent, oui, et qui racontent leur métier, c'est vraiment bien structuré. En fait, c'est très pratique. Il y a donc ma journée type, comment faire pour travailler dans ce secteur, les qualités nécessaires. Donc ça, tu viens de le dire, je le rappelle de façon très précise pour qu'on voit que ça donne une approche tout à fait lucide et pratique. Ma contribution au 2030 glorieuse, là, ça reprend le titre de ton podcast. On va en reparler un petit peu aussi. Les structures et les aides pour s'engager dans la voie de cette fiche métier, le salaire mensuel. Pourquoi ce métier est-il source de bonheur? Donc là, les personnes témoignent de ce que ça leur apporte. Il y a aussi souvent avec un QR code un lien vers un de tes podcasts où tu interviews, où tu as interviewé une de ces personnes. Donc on peut avoir un témoignage plus long de la réalité de leur métier si on est plus intéressé par telle ou telle fiche, filière ou métier. Et puis, il y a aussi pas mal de ressources qui sont recommandées. Donc, c'est assez complet. Alors, ce qui rend aussi vivant et crédible le contenu de ce livre, c'est aussi qu'il y a une grande part de vécu, de tes ressentis, de tes analyses, et que tu fournis pas mal de chiffres et d'éléments factuels, sans que ce soit indigeste, mais pour frapper un peu les esprits, au cas où celles et ceux qui te lisent ne seraient pas bien à jour. Par exemple, page 14, tu écris « Les mois filent, les années s'enchaînent et j'accumule les frustrations. Comment pourrait-il en être autrement? Les déceptions s'amoncellent à un rythme intenable. Voici quelques exemples qui donnent un infime aperçu des provocations de nos responsables politiques ces derniers mois. » Donc moi, je ne vais pas tout lire, mais je vais en citer deux. Le Sénat refuse d'intégrer dans l'article 1er de la Constitution le fait que la République française garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique. Pour ne pas porter, donc le Sénat a refusé pour ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Et deuxième point que je souhaitais citer, au lendemain de la COP27, on apprend par les ONG de défense de l'environnement que les lobbyistes du secteur pétrolier et gazier étaient encore plus nombreux à la COP27 qu'à la dernière conférence des Nations Unies sur le climat, soit une augmentation de plus de 25% de la présence du secteur pétrolier et gazier par rapport à la COP26 qui se tenait à Glasgow il y a un an. Toutes ces déceptions, toi, tu les prends à bras-le-corps et tu utilises ton énergie, visiblement, à créer, à ouvrir, impulser de nouvelles pistes, répertorier aussi celles qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore très connues, et prouver que plein de choses sont possibles, sont déjà là, avec la conviction que le mouvement doit, mais aussi va s'amplifier. Qu'est-ce qui te donne cet espoir ? Je crois que j'ai réussi à faire en sorte que ma colère, elle se transforme tout de suite en quelque chose de mobilisateur. Parce que de temps en temps, c'est vrai que c'est dur de regarder notre monde, de regarder nos dirigeants politiques notamment et économiques de temps en temps aussi, privilégier leurs égos, leurs intérêts ou l'intérêt de certaines castes, et de se dire que même quand pour une raison ou une autre, ils pourraient potentiellement enfin se mettre à la hauteur des enjeux et aller dans le bon sens, en fait, malheureusement,
les paroles n'arrivent que rarement à être rejointes par des actes. Et c'est d'une frustration, d'un cynisme qui m'enrage. Je m'étais vraiment dit l'année dernière, avec une naïveté que j'ai envie de préserver, et si je devais le refaire, je le referais pareil, mais qu'il y avait de la place pendant les élections présidentielles pour avoir un débat à la hauteur de tout ce qu'on doit vivre et de tout ce qui doit animer profondément notre société, et des questions qu'on doit se poser pour les mettre sur le tapis, j'allais dire, les mettre sur la table en fait, en conscience, parce que là on doit discuter de notre rapport au travail, de notre rapport à la croissance, de notre rapport au temps, de notre rapport à l'argent, de notre rapport à la solidarité, de notre rapport au matérialisme, tellement de choses qui ont défini la société au XXe siècle et qu'on peut plus continuer à garder par habitude en réalité. Et je pensais qu'on allait pouvoir justement avoir ces débats fructueux, je pensais qu'on allait pouvoir ouvrir plein de perspectives, et en fait non, on a parlé à hauteur de 3-4% seulement des enjeux écologiques, et on est resté encore et encore dans les mêmes rengaines, dans les mêmes clivages, dans les mêmes petites phrases. J'étais très 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 en colère, très déçu aussi, parce que il y avait tellement de personnes qui arrivaient avec des chiffres, des rapports, des éléments, des formats, des espaces, pour qu'on puisse justement enfin avoir ces vraies conversations fécondes. Et donc c'était beaucoup de colère. Et alors moi, quand je suis en colère, je fais beaucoup de sport, donc en ce moment je te cache pas que je fais quasiment du sport tous les jours, mais je crois que ça me permet aussi derrière de me dire, bon en fait cette colère, soit elle me détruit, soit elle m'encourage, et de voir finalement qu'il y a plein d'espaces qui bougent, et que s'il y en a qui arrivent justement à utiliser cette colère pour continuer à confronter les compromis, les malentendus, les manipulations souvent aussi de ceux qui nous dirigent, moi ma colère j'ai envie de la mettre à justement disposition de tous ces endroits qui se craquellent, qui se fissurent, qui s'entr'ouvrent, pour les ouvrir encore plus grands. Et en donc, faire une énergie constructive. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit une question de prioriser, je ne pense pas que ce soit une question de dire qu'il y en a une énergie qui est meilleure que l'autre. Je crois qu'il faut au contraire tout essayer. Mais moi j'ai besoin d'être dans la proposition, la construction, et donc là je sens ces derniers temps, et je le dis dans le livre, que si le niveau politique national n'est pas encore prêt, là malheureusement ils se prennent encore et encore les pieds dans le tapis de leurs égos, là c'est d'une tristesse absolue. En fait le milieu économique il est en train de bouger, sous la contrainte pour plein de raisons, parce que notamment on a de plus en plus de personnes qui vont passer les entretiens en ayant plus de questions que de réponses à apporter, donc on le voit, il y a de plus en plus de directeurs de personnes dans les RH qui disent en fait moi maintenant les candidats ils posent des questions, et ils sont en fait même presque plus proactifs que les personnes qui sont censées faire tu vois, l'entretien. Oui, ils arrivent, et c'est eux qui sont en position de choisir, en et fait, on sent ce qui qu'il y est a un vraiment truc une qui est en train de se révolution quand passer à même. ce niveau-là. Oui. Et les clients aussi exigent dans certains secteurs de plus en plus une cohérence, une transparence, un engagement. Bref, tout ça pour dire que je crois que quand on sait qu'il y a une société, elle est faite de trois pieds, le pied citoyen, le pied économique, le pied politique. Si le pied citoyen s'est déjà mis en route, pour vraiment définitivement entraîner le milieu politique qui est malheureusement beaucoup trop suiveur, il va falloir être rejoint par le monde économique qui est aussi en train de bouger, et j'avais envie de mettre cette énergie à cette disposition-là. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement et nous donner peut-être quelques chiffres que l'on trouve dans ton livre sur ce que l'on appelle la grande démission, qui est la grande démission. J'articule un peu mieux, pas la grande émission, la grande démission qui est un mouvement, une étape, une lame de fond en ce moment qui peut marquer un tournant peut-être intéressant. Ouais, absolument. C'est quand même intéressant cette histoire de grande démission, parce que je me permets Anne, si tu le veux bien, de recontextualiser un peu. Ces dernières années, on a quand même eu une transformation de notre relation au travail qui est assez folle. Il faut quand même se dire que moi, la génération de mes parents, leur promesse était il fallait travailler pour vivre plutôt que de vivre pour travailler. Et donc, on est passé, et ça c'est la Fondation Jean Jaurès qui le dit, en une trentaine d'années à peine, entre 60% à l'époque des Français qui accordaient de l'importance à leur travail, contre seulement 24% actuellement.
Oui. C'est quand même assez significatif comme changement. Et donc, on a eu tout un tas de soubresauts ces dernières années. Il y a 10 ans en arrière, on parlait beaucoup de burn-out. Et puis ensuite, on a développé d'autres mots un peu similaires, les bore-out et les brown-out. Désolé pour ces anglicismes, mais c'était en gros toutes les frustrations, les peines, les souffrances au travail, qui sont en fait des travails complètement déshumanisés. On est une ressource comme une autre, chacun dans notre silo avec une micro-tâche, une micro-responsabilité. On ne voit plus la grande image, le grand but derrière. Et en plus, il y a une dévalorisation constante, chronique de tout un tas de métiers. Donc on sautait les fusibles sauter. On sentait les fusibles sauter, pardon. Et là, le Covid, je pense qu'il a encore accentué cette relation distendue, presque rompue par rapport au travail, avec notamment, c'est vrai, cette grande démission qui nous vient des États-Unis, où rien qu'en 2021, c'est près de 50 millions d'Américains qui ont démissionné. C'est en fait assez énorme. Et on voit que c'est quelque chose qui arrive aussi en France, puisque bon, on est un pays beaucoup moins grand, hein, mais fin 2021, c'était près de 500 000 personnes qui ont démissionné, et ça, c'était une hausse de plus de 14% par rapport à la même période en 2019. Et donc, on l'a eu tous et toutes dans notre entourage, de toute manière, cette conversation avec des gens qui disaient, bon, bah, en fait, moi, le fait d'être tout seul dans mon coin pendant le Covid, ça m'a presque forcé à me poser des questions, et donc, allez, je change de ville, je change de vie, je change de métier. Parfois, c'était fait de manière proactive, parfois c'était subi, mais il y a eu en tout cas voilà, ce changement qui fait que là, maintenant, quand on entend les jeunes pendant les discours de remise de diplôme, que ce soit à Centrale, à l'ENA, à Sciences Po et autres, et qu'ils nous parlent de bifurcation, de ras-le-bol, de désertion et tout ça, bah, en fait, ça montre encore à quel point il y a ce sursaut. Et pour moi, le sursaut, c'est intéressant, parce que plutôt que de se rouler en boule et d'attendre que ça passe, au contraire, on se redresse et on a envie que les choses changent. Oui. C'est pas aussi final que ça, et il y a plein de moments où on se retrouve à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a des gens qui reviennent. On se rend compte que c'est quand même encore très difficile de recruter en ce moment dans le milieu notamment associatif, coopératif, parce que il y a beaucoup de choses qui bougent. Et à la fois, j'ai l'impression que parce que nous aussi, dans nos discours et dans notre travail, on montre les perspectives enthousiasmantes, on va pourquoi pas permettre à ce grand mouvement de tendre vers quelque chose qui, là en l'occurrence, nous intéresserait bien plus, c'est-à-dire un mode de vie plus durable, plus solidaire. Tout à fait. Alors on sent aujourd'hui de plus en plus clairement que nous arrivons à un point de rupture entre un ancien monde qui fonctionnait sans avoir conscience des différentes menaces qu'il faisait peser sur l'humanité et sur une partie du vivant, et qui, bien que ces menaces soient aujourd'hui identifiées, essaie de continuer en roue libre. Hein. Et puis, des individus, d'un autre côté, qui ont pris conscience de là où nous en sommes, de l'urgence de la situation, et qui ne veulent plus participer à ce qui nous entraîne dans le mur. Tu donnes la parole donc à de nombreuses personnes, et là je vais parler d'Arthur Gosset, auteur et réalisateur du film Rupture, un documentaire justement sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque, qui dit, lui, Arthur Gosset, qu'ils sont très nombreux dans les grandes écoles à ressentir, je cite, une forme de désarroi, un décalage, des dissonances que nous ressentons au quotidien entre ce que nous apprenons et l'urgence écologique très présente qu'on lit dans les rapports scientifiques. Nous avons l'impression que les métiers auxquels on nous destine ne nous préparent pas à ces enjeux et pire, nous feraient contribuer au désastre écologique et aux injustices sociales. Donc avec ce livre, tu souhaites aider un peu tous ceux qui ne veulent plus participer à ce qui nous entraîne dans le mur et qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour être professionnellement en accord avec leurs convictions. Mais c'est quand même génial, non ? On a souvent pointé du doigt justement ces étudiants en disant ah mais regardez, ils veulent plus travailler, regardez, ils sont pas durs au mal, regardez, ils sont égoïstes. Et moi de me dire que ces jeunes-là, plutôt que d'avaler des couleuvres, au contraire ils se disent non, moi j'ai au contraire envie de m'écouter, de mettre toute mon énergie, tout mon talent au service de des choses qui me sont chères. Je trouve que c'est hyper inspirant, et c'est un des signaux faibles qui m'encourage le plus à
à continuer à tendre des perches, à montrer des perspectives enthousiasmantes, parce que je pense que ces jeunes, justement, quand ils se disent j'ai envie d'agir, parfois ils ont besoin de voir les endroits où ils peuvent agir, qu'on leur montre ce qui est possible de faire en fait. Et donc, Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup mais non. comme tu le Non, et puis disais, en dans plus, sur ces sujets-là, c'est vraiment une bagarre des imaginaires qui se joue et dont on n'a pas conscience, parce que on accepte sans broncher le fait que des grands think tanks d'entreprises américaines technologiques disent 85% des métiers n'existent pas, et en fait nos métiers vont être tous dopés à l'intelligence artificielle, et vous aurez tous des casques de réalité virtuelle sur la tête. Alors là, on remet pas ça en question, mais par contre quand on dit en fait non, ça va pas être comme ça pourrait être autrement, là on sait pas ce que ça pourrait être cet autrement, parce qu'on a du mal à le faire exister. Et donc c'était aussi un peu ce travail de se dire moi non seulement ça va pas être tiré de mon chapeau comme ces grandes études des think tanks là qui viennent en fait d'un bureau et d'un ordinateur, mais en fait ça existe déjà. Et parfois parce que en fait les gens qui le font, ils sont tout dédiés à leur cause et ils se rendent pas compte à quel point c'est nécessaire de le raconter, ils osent pas, ils peuvent pas, ils ont pas les talents pour. Voilà, je crois que c'était aussi l'occasion de dire mais regardez, en fait vous avez cette envie là, concrétisez-la, d'autant que ça va être en réalité plus simple que ce que vous pensez, parce qu'il y a déjà des gens qui le font, ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous tendre des perches, ils peuvent vous mettre en mouvement à leur image, dans leur structure, et vous partez pas de zéro, vous n'avez pas tout à inventer, n'hésitez pas, foncez. Il y a vraiment cette énergie en fait derrière. Et donc, il y a de plus en plus de métiers qui se disent verts. Est-ce qu'il y a de l'imposture dans les métiers dits verts ou verdissants? Et si oui, comment s'y retrouver? Non, mais là, en fait, Anne, on ouvre un sujet qui mériterait un podcast à part entière, si tu veux, parce que dans la consommation dite écologique, dans la transformation des entreprises, du politique et tout ça, on entend effectivement de plus en plus parler d'écologie, parce qu'on sent que en réalité, la charge de la preuve, elle a changé de camp. Aujourd'hui, c'est plus trop les écolos qui doivent expliquer pourquoi c'est important d'en parler, mais plutôt ceux qui savent bien qu'ils continuent à creuser notre dette écologique qui doivent se justifier. Donc c'est plutôt bon signe. Et à la fois, on voit qu'il y a des produits qui se présentent comme étant écologiques, dont on sait que en fait ça marche pas. Un SUV de 2,5 tonnes qui dit qu'il est zéro émission de carbone, on voit bien la fumisterie, parce que en fait entre sa construction, son transport, derrière son démantèlement ou son enfouissement, je sais pas, et puis en plus toute l'énergie qu'il va consommer, c'est juste un immense gâchis. Et donc il faudra, et il va falloir, et on doit commencer, et on l'a sans doute déjà commencé, à travailler notre esprit critique et écologique. En fait, on va devoir rester un peu en veille, toujours attentif à pas tomber dans la limite du greenwashing, parce que de temps en temps c'est une ligne de crête qui est pas évidente à cerner. Et donc là, tu vois, typiquement cette question des métiers verts et des métiers verdissants, c'est exactement le sujet, parce que le ministère de la Transition écologique qui dit que en fait il y aurait 4 millions de personnes en France qui travailleraient dans l'économie verte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait on ne sait pas trop, tu vois. On dit qu'il y a aussi potentiellement 4 millions de personnes qui auraient un métier potentiellement verdissant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait on se rend compte qu'un métier vert, c'est en fait l'assainissement, le traitement des déchets, la production d'énergie et plein d'autres choses qui en fait montrent la vision très linéaire de l'économie classique, puisque c'est le bout de chaîne. En fait, c'est pas tant la question de limiter ou même d'avoir un impact positif, c'est la question de revaloriser. Donc on trie des déchets, on gère des poubelles, des choses comme ça. Les métiers verdissants, c'est peut-être un peu plus, tu vois, sur cette question du bâtiment, de la maintenance, de l'industrie, où là on pourrait en fait mieux isoler les bâtiments, trouver des processus pour limiter les déchets en amont. Et donc c'est aussi un peu plus intéressant. Mais à mon sens, ça mais complètement de côté les métiers qui sont en réalité les métiers plus verts, notamment je pense à tous les agriculteurs et agricultrices qui eux en fait sont en train de suivre des schémas d'agroécologie, d'agriculture bio, de permaculture, et qui en fait eux contribuent au stockage du carbone dans les sols, au retour de la biodiversité dans nos campagnes, et eux en fait font un métier qui est en fait vraiment vraiment vert. Et donc on va avoir un travail nous-mêmes de remettre des bons labels sur les bons métiers pour les faire apparaître comme ils doivent être, comme ils doivent l'être réellement en réalité.
Et page 50, tu écris « Comment parler de métiers durables et solidaires sans commencer par évoquer notre système économique ?» Capitaliste, extractiviste, thermo-industriel, libéral, mondialisé, je vous laisse choisir l'adjectif qui vous convient le mieux pour le définir. Ce qui est sûr, c'est qu'à notre époque, plus aucun n'est connoté positivement. Et malgré des limites de plus en plus flagrantes, cette structuration économique reste notre boussole, notre objectif, notre cadre de pensée, notre grille de lecture. Et page 52, tu écris « Nombreux sont les chercheurs universitaires et experts en économie qui ont développé et trouvé des alternatives, démontrant que l'heure est bel et bien au changement de modèle économique et pour le meilleur. » Est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns de ces modèles économiques et qui peuvent réellement être des alternatives au modèle économique actuel ? Bon bah déjà Anne, quand tu disais que tu avais lu le livre et que tu l'avais bien aimé, tu mentais pas parce que effectivement tu renvoies vers plein de passages du livre et c'est un gros travail que tu as fait, bravo pour ça et merci de le mettre aussi bien en avant dans toute sa complexité parce qu'en t'entend revenir sur ces différentes parties, moi aussi ça m'aide à me rendre compte à quel point il est riche ce livre, hein, de temps en temps à force de passer un peu d'avoir la tête dans le guidon, on se rend plus compte vraiment de ce qu'on fait et là oui, typiquement... mais c'est pour ça que j'aime vraiment lire les livres et citer des passages pour donner envie et faire prendre conscience aux auditrices et aux auditeurs, parce qu'on peut dire oui, le livre est riche, il y a plein de choses, le livre est bien, bon ça on peut le dire, tu vois, tu vas faire plusieurs interviews, ça Bien peut sûr. être dit partout, enfin moi quand j'écoute quelquefois j'ai envie d'en savoir un peu plus sans tout dire non plus, parce que l'idée c'est quand même Bien que sûr. les gens aillent se plonger dans ce contenu qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut faire en une heure. Et je te remercie de le souligner, mais pour moi c'est Non important mais je signe, hein. pour mettre les gens Et je suis très en content valeur, de cet échange, de bien prendre sûr. le temps. Et répondre à ta question, du coup, est hyper nécessaire parce qu'on parle de métiers depuis tout à l'heure, mais en fait, les métiers, ils agissent dans un cadre. C'est comme si on parlait d'économie comme un jeu de plateau. Et donc, si on se dit, bon, en fait, on va changer les règles, mais que finalement, on reste avec le jeu de plateau du Monopoly, ben, en fait, on va continuer à devoir accumuler des propriétés sur lesquelles d'autres vont passer et nous payer. Et en fait, on aura beau avoir les joueurs les plus sympas du monde, avoir détricoté quelques règles à peine, bah, le plateau sera toujours celui du Monopoly qui est d'accumuler et de mettre les autres sur la paille. Et donc, c'est la même chose avec le capitalisme dont on parlait tout à l'heure et avec tous les autres doux noms qu'on peut lui donner. En fait, on peut le verdir, on peut l'adoucir, mais en fait le cadre restera le même, c'est l'exploitation du vivant pour générer de la croissance économique à destination de seulement quelques-uns. Et donc la question c'est par quoi on le change. Déjà Voilà. c'est important de se dire que le capitalisme c'est quelques centaines d'années et donc sur l'histoire de l'humanité et sans parler même de l'histoire globale du vivant et encore même de la planète, c'est juste un éclair. Et c'est rien du tout. Et il y a eu des millions de personnes qui ont existé avant cette organisation économique et des milliards qui vivront après, hein, vraiment des milliards avant, des milliards après. Mais en plus, ce qui est génial, c'est de se dire que toutes les alternatives existent déjà. J'ai vraiment fait ce livre pour, encore une fois, nous rendre compte à quel point le futur était déjà tout autour de nous. Et il y a tout un tas d'expériences, donc, de ces nouveaux modèles, l'économie circulaire dont on entend de plus en plus parler, l'économie du donut, qui est en gros l'idée de se dire qu'on a des limites extérieures qui sont définies par les sciences naturelles et intérieures qui concernent la justice sociale et que notre économie, elle doit se situer pile poil entre les deux. On a l'économie symbiotique. L'économie circulaire, est-ce que tu peux nous en dire? J'avais fait un des premiers podcasts de SoSuite Planète sur l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler? La définition, c'est de parler de création de boucles de valeur qui sont positives en fait. Plutôt que de se dire qu'on va créer un déchet et puis à la toute fin, on revalorisera la matière. L'idée, c'est d'imaginer la création d'un produit qui va pouvoir être détourné, amélioré, surcyclé, réparé pour avoir une utilisation la plus longue possible. Et donc, on crée des boucles de valeur qu'on dit positives et courtes pour faire en sorte que la réutilisation de la matière soit faite de la manière la plus importante possible. C'est une économie qui laisse beaucoup de place à la créativité parce que l'objectif, c'est de faire un peu comme si on s'inspirait enfin pour une fois du vivant qui lui est dans l'économie circulaire pure, si on peut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de déchets en fait dans le vivant, tout est réutilisé en permanence et
donc dès la conception, on imagine le cycle complet de cette économie qui permet de boucler la boucle plutôt que de se dire on extrait, on utilise, on gaspille, on jette, on extrait à nouveau quelque chose de différent, etc., etc. Et donc c'est là, en imaginant cette boucle presque fermée, qu'on imagine bien à quel point on a une consommation qui soit forcément plus sobre et responsable, mais en fait un mode de vie qui est adapté à nos enjeux et on regarde différemment aussi d'autres ressources, notamment tous nos déchets. Nos déchets de vêtements, nos déchets plastiques, nos déchets du BTP, de carrosserie des automobiles, etc., qu'on peut en fait regarder comme, pourquoi pas, à nouveau une ressource qui nous permettrait de produire de nouveaux objets. Donc et il y a déjà des entreprises qui sont engagées, c'est important aussi de le dire, tout ça c'est vraiment concret, quoi. Bien sûr. Des grandes entreprises, encore une justement, fois, on en automobiles. parle dans le livre. Je donne la parole à Jules Coignard qui a créé Circulaire qui nous parle de ça. Et il y a plein d'exemples de métiers qui montrent justement comment on peut tendre vers cette circularité. Un exemple qui est hyper enthousiasmant, celui d'Hubert Mott qui a créé la Vie et Belt dans le nord de la France, autour de Lille. Et en gros, lui, nos vieux pneus de vélo, il en fait des ceintures avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Les chutes de tissu, il en fait des caleçons. Les chutes de lances de pompiers, il en fait des ceintures, de cordage, etc. Bref, et en fait, il regarde tous nos déchets comme un immense terrain de jeu pour une créativité qui nous permettrait de répondre à un de nos besoins de base, c'est celui de s'habiller. Oui, peut-être quelques mots sur l'économie symbiotique aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a d'autres modèles, effectivement, et c'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'on ne va pas avoir juste le monopole néolibéral qui va être remplacé par un autre monopole. Au contraire, ça sera encore plus territorialisé et permaculturel avec plein de formes d'économie, je pense, qui s'auto-alimenteront. Donc l'économie symbiotique, c'est s'appuyer sur la symbiose entre l'intelligence humaine, la puissance des écosystèmes naturels et aussi forcément les outils technologiques, mais bien utilisés. Donc on essaie d'arriver à un juste équilibre et de ne pas épuiser les ressources et même voire de les régénérer. On a l'économie contributive où là on se pose la question de se dire que l'usager il est à la fois consommateur et producteur du service et donc on est sur de la contribution volontaire. Comme par exemple avec ce que fait Wikipédia, plutôt que dans la possession pure, on change complètement de rapport à l'objet, où on a même l'économie du don, où là en fait on se pose la question de comment on peut contribuer par notre échange de savoir, notre temps, et en fait on revalorise le sentiment de gratitude et de participation à quelque chose qui nous dépasse sans forcément attendre de contrepartie. Là aussi il y a quelque chose d'hyper intéressant dans cette idée de se rendre compte que comme le vivant, et je pense notamment aux abeilles dans les ruches, on agit au service de l'intérêt général sans attente de contrepartie parce qu'on sait que les autres autour de nous feront la même chose et finalement on n'a pas besoin de garde-fous, de protection, parce que en fait on sait qu'il y a 1 ou 2% du milieu social qui en viendrait à essayer de sortir un peu du cadre, d'en profiter, de tricher. Non, on se met vraiment au service du bien commun et ça multiplie encore plus notre impact. Pas d'accaparement. Exactement. Tu décris des métiers, mais aussi des filières amenées à se développer fortement dans les années qui viennent, comme la cyclo-logistique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de la cyclo-logistique qui a l'air d'être un domaine amené à se développer fortement et déjà en fort développement? Ouais, déjà, pour te dire que tout ce dont je parle, ça vient pas encore une fois de ma tête, hein. Ça vient d'experts, d'expertes et notamment d'organisations, d'institutions réputées comme l'ADEME. Alors là, l'ADEME, c'est le gouvernement et ils travaillent depuis des années sur ces sujets. Et là, ces derniers temps, ils se sont posé la question justement des perspectives avec notamment le travail Transition 2050, où ils imaginent 4 scénarios pour vivre sous les 1,5 degrés. Et eux, ils font un travail comme ça de qualification de tous les emplois qui seraient créés si on se mettait à la hauteur des enjeux de notre siècle. Le Shift Project aussi, qui est un think tank avec pas mal d'économistes, d'ingénieurs qui a travaillé sur le plan de transformation de l'économie française, a aussi proposé
une lecture de l'évolution des emplois en France jusqu'à 2050. Et donc, pour donner que quelques chiffres, l'agriculture, c'est potentiellement 450 000 emplois. On aurait l'industrie du vélo qui effectivement générerait plus de 230 000 emplois. On aurait toute la gestion de forêts et du bois qui additionnerait 30 000 emplois. Et tout ça pour dire que quand on se dit bon, on va devoir changer de mode de vie, on imagine beaucoup qu'on va perdre, qu'on va limiter, qu'on va réduire, mais effectivement, l'aéronautique, l'industrie automobile, ce sont des métiers qui vont disparaître, mais on va pouvoir en fait les prendre et les réorienter. Les réorienter normalement, notamment comme tu le dis, vers la filière vélo, puisque la filière vélo, c'est la mobilité de demain, la mobilité du quotidien pour aller au travail, la mobilité exceptionnelle pour partir en vacances grâce aux autoroutes Eurovélo qui sillonnent l'Europe, mais aussi l'économie du dernier kilomètre, parce que on a aujourd'hui de plus en plus de formats de vélos différents qui permettent de pouvoir amener ses enfants à l'école, mais aussi pour le plombier, l'électricien qui habite et qui travaille en ville, en fait d'aller sur ces chantiers, de faire une intervention, un dépannage, et on pense aussi à tous ces colis qui transitent actuellement dans des camionnettes qui seraient remplacés par des triporteurs à vélo, ou des gens pourraient même jusqu'à déménager des appartements. Et ça existe déjà. Il y a l'exemple de Carton Plein qui fait ça à Paris. Ils font du déménagement à vélo et ça marche vachement bien. Et donc on voit tout à fait à quel point, en termes d'espace, en termes de pollution, en termes de place, en termes de bruit, le vélo remplacerait de manière très très avantageuse toutes les mobilités actuelles, sans compter le bénéfice pour notre santé, qu'on soit sur le vélo ou à côté, parce que c'est un exercice du quotidien qui nous permet d'être en bonne santé, mais aussi forcément beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, et en plus un savoir-faire qui pourrait revenir de par chez nous pour construire, réparer, entretenir les vélos. Et là on est déjà sur cette tendance, puisque depuis 1 ou 2 ans, il y a déjà plus de vélos neufs qui sont achetés que de voitures neuves. Donc c'est parti pour largement se déployer et pour durer cette histoire-là. Oui. Et il y a plus de, je sors le chiffre de ton livre, plus de 2400 recycleries, ressourceries en France. Ça aussi, c'est une tendance en forte croissance. Ouais, en fait, ce que tu montres, Anne, c'est qu'avec le travail que j'ai fait sur le livre, j'essaye de mettre en avant des métiers dont on se dit, tiens, mais en fait, celui-là, il pourrait tout à fait se développer dans ma ville. Parce que, en fait, on a besoin d'une ressourcerie largement par ville, et même de plusieurs ressourceries dans les grandes villes. Une valoriste dans le bâtiment qui collecte des invendus ou des matériaux repris d'anciens chantiers du bâtiment, il y en a besoin dans toutes les villes. Un réparateur de vélo, il y en a besoin dans toutes les villes. Un artisan upcycler, il y en a besoin dans toutes les villes. Bref, tout ça pour dire que ce sont des métiers qu'on pourrait copier-coller. J'aimais bien cette idée de se dire, plutôt que de vouloir innover, créer sa start-up ou je sais pas quelle connerie, pardon, je m'emballe, en fait on voit ces modèles-là comme étant des choses qui nous montrent que on peut s'en inspirer, on peut l'adapter à son territoire, et donc une ressourcerie, ça fait partie de ces lieux de l'économie circulaire qui en plus a un pendant social très fort, puisqu'en général dans les ressourceries, les recycleries, on emploie des personnes qui sont éloignées justement du monde de travail, et ça permet de boucler la boucle et de conjuguer fin du monde et fin du mois. Oui, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est d'ailleurs une recyclerie, une ressourcerie, parce qu'il y en a c'est pas vrai. encore partout. J'ai tellement l'impression que c'est partout accessible maintenant, oui. que ça devient un peu communément admis, mais tu as raison, ça fait partie de ces lieux où on peut déposer des vêtements, du mobilier en général, des bouquins, des objets culturels parfois, qui vont être remis en état. Si c'est vraiment impossible, alors ils sont recyclés, mais en général ils sont remis en état, nettoyés, réparés, et puis vendus à prix qu'on imagine bien moindre que si on les achetait neufs. Donc ça remet sur le circuit tout un tas de choses, et en général en plus ces ressourceries, ces recycleries, elles ont tout un tas de transmissions de savoir, parce que il y a des ateliers d'upcycling, de réparation, il y a des ateliers pour aller retapisser ses chaises, pour détourner un pneu en pouf, ou j'en sais rien, il y a plein de choses. Oui, réparer son petit électroménager. Bien sûr, et c'est hyper créatif, c'est générateur de plein de liens, enfin c'est vraiment de toute manière hyper souhaitable quoi qu'il arrive.
Et parmi les nouveaux modèles qui émergent ou qui se font un peu plus remarquer qu'avant parce qu'ils ont fait leurs preuves, tu cites les modèles coopératifs comme les SCOP. Qu'est-ce qu'ils ont de différent et d'intéressant, les modèles coopératifs ? Eh ben, le modèle coopératif, il défend justement cette entreprise qui va créer du lien, va recréer du lien à l'autre. Parce que, en fait, là où le modèle classique d'une entreprise vise la croissance avec la génération, voilà, effectivement, d'un flux financier qui va aller à destination de ceux et celles qui possèdent l'entreprise, donc le propriétaire, les actionnaires, la coopérative, en fait, les salariés, ils travaillent parce qu'en fait, souvent, ils sont aussi décideurs, parce qu'ils sont propriétaires de leur force de travail et de l'entreprise qui les emploie. Et donc, ça change tout, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce travail et tout ce qu'on permet de générer comme croissance, on décide de comment ça sera réutilisé. Et donc là, il y a un altruisme marqué qui est complètement différent. Oui, la mentalité est vraiment différente. Et d'ailleurs, tu cites page 97, je crois, une étude qui est assez intéressante, là aussi pour changer un peu les idées toutes faites sur le sujet. La coopération a toute sa place en entreprise, que ce soit pour le bien-être de ses membres comme pour sa réussite économique. David Rand, professeur à l'université de Yale aux États-Unis, a mené une série d'expériences auprès de plusieurs salariés, donc dans ce type d'entreprise, qui ont révélé que ceux qui avaient réalisé les meilleurs résultats à long terme et les gains les plus importants étaient tous des coopérateurs. Ça vient rompre, en fait, ça vient tordre le cou à quelques idées reçues qui disent que justement, il faut viser cette compétition à tout prix pour susciter l'esprit d'initiative. Là, l'idée, c'est en fait qu'on se rend compte que souvent, la valorisation des savoir-faire, l'entraide, l'échange sont les valeurs les plus durables pour mettre en mouvement les gens, les fédérer, les organiser autour d'un objectif commun. Voilà, et sortir des managements agressifs. Oui, dont on revient de plus en plus parce qu'on se rend compte justement à quel point ils ont entretenu et déployé sans arriver à parler de suicide, ce qu'on avait beaucoup entendu on en avait beaucoup parlé il y a peut-être une dizaine d'années en arrière dans les grands groupes français. Là, qu'on constate comme étant du burn-out, bore-out, grande démission, quiet quitting maintenant, etc., etc. Est-ce que des choses ont changé déjà depuis l'écriture de ce livre qui vient tout juste de sortir, mais ça change tellement vite que je me suis posé la question en le lisant. C'est une super question, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on se met à écrire un livre et le moment où il sort, il y a une année qui se passe. Je pense que là, avec tous les débats sur la réforme de la retraite, on se pose de plus en plus de la question de... en fait, c'est pas tant la question de comment on travaille... combien de temps on travaille, mais pourquoi on travaille. Et je crois que là est en train de revenir au centre du débat, et notamment chez les jeunes, l'idée que, en fait, c'est pas tant le fait de travailler jusqu'à 60, 62, 75, 67, 70 ans en réalité, parce que derrière, on continue à travailler d'une certaine manière, mais c'est qu'est-ce qu'on nomme comme travail et du coup, quel est le travail qu'on a envie de mettre au cœur de nos vies pour créer du lien et participer à quelque chose qui nous est cher. Parce que finalement, si on se pose la question comme ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on appelle un hobby, une passion, de l'entraide, un engagement, qui sont en réalité du travail. Typiquement, avec la retraite là, et toutes ces questions qui sont en train d'être mises sur la table, je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'heures de garde d'enfants qui étaient assurés par les assistants et les assistantes maternelles qui sont rémunérés que par les personnes à la retraite, qui sont, elles, pas rémunérées. Et pourtant, c'est exactement la même activité. Donc forcément, se poser la question du travail dans sa globalité, je crois que c'est quelque chose qui est en train de se déployer là. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui te tient à cœur par rapport à ce livre, au sujet du livre, et que tu souhaiterais dire quelques mots avant qu'on termine ? Oui, en fait, on l'a abordé sans forcément mettre des mots dessus, mais vu que tu as cité plein de différents passages du livre, on se rend compte que le livre, il est finalement destiné à plusieurs publics.
c'est vrai, on se dit, tiens, un livre sur les métiers qui auront du sens, c'est forcément orienté et destiné à la jeunesse, et c'est vrai, parce que plutôt que de se perdre dans une filière et des études et un premier job qui ne nous intéresse pas et de devoir ensuite faire un peu tout le travail de détricotage pour assumer à nouveau une nouvelle carrière professionnelle, c'est jamais évident. Donc autant nouer un lien enthousiasmant directement proactif, et donc je pense que ce livre, il peut le permettre, tant mieux. Mais il va aussi à destination des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans et qui, elles, ont en fait décidé qu'il n'était pas trop tard pour donner du sens à leur vie professionnelle et qui veulent se réorienter. Donc là, ça montre tout un tas de profils. Il y a pas mal de gens d'ailleurs dans les métiers que je mets en avant, dans les fiches qui sont remplies, dont on a parlé, qui, elles, sont passées par la case reconversion et qui donc aussi peuvent inspirer ces personnes-là. Mais je crois aussi que le livre, il va en fait pour les parents qui sont malheureusement souvent des obstacles pour pouvoir faire en sorte que la jeunesse soit accompagnée avec envie, avec presque une certaine légèreté, parce que c'est quand même très très sérieux, et en même temps c'est assez important d'être léger quant à ce sujet de notre métier, tant il faut réussir à ce que ça puisse aussi nous permettre de nous épanouir, de laisser de la place au plaisir, à la joie quand on travaille. Et là, avec Parcoursup, avec le changement de la société aussi rapide, je pense que, et on me le dit souvent, il y a beaucoup de parents qui sont un peu perdus et qui savent plus trop quoi dire, parce qu'en fait, les messages qu'on leur a proposés à leur époque ne tiennent plus et ne marchent plus pour les jeunes. Et donc, on sent qu'il y a un élastique qui se tend. Et donc, plutôt que de le laisser se rompre définitivement, cet élastique, je crois que le livre, il peut aussi servir de prétexte à la conversation. Du côté des parents, parce que ça les rassurait en se disant, oh, mais en fait, il y a plein de gens qui font ces métiers. Oh, en plus, les salaires sont pas dégueulasses. Oh, en plus, c'est des perspectives économiques parce qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont se créer. Mais pour les jeunes aussi, où en disant, regarde, eux, ils ont vraiment l'air de se faire plaisir. Eux, ils ont décidé d'agir pour défendre telle valeur. Tu sais que ça aussi, moi, ça m'est cher. Et donc, je pense que ça permet de recréer un terrain de rencontre pour ces générations qui ont de plus en plus de mal à se parler, parce qu'en fait, elles ne se parlent pas du tout du même point de vue. Oui. Ok, Julien Vidal, donc un grand merci. Je rappelle le titre, oui, de ce livre, Mon métier aura du sens. Donc 30 métiers d'avenir solidaires, durables au service du vivant. C'est chez Vuibert. Je vais mettre sur la page du site sosuiteplanet.com les visuels et les liens pour aller directement acheter sur le site des librairies indépendantes, des libraires indépendants. Et puis aussi, je vais mettre... Alors tout ça, vous pouvez retrouver aussi bien évidemment sur votre application de podcast, dans le descriptif du podcast, le lien vers les sites de ton podcast, 2030 Glorieuses, de Ça commence par moi, puisque tout est lié, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, voilà, un grand merci pour ce temps partagé et toutes ces informations pour nous rendre encore plus vivants ce beau livre. Merci Anne. Voilà, je te souhaite une bonne continuation, Julien. Et puis, j'espère que tu pourras donner encore beaucoup d'espoir et de pistes à toutes les personnes que tu fédères et qui, je pense, ça redonne de l'espoir aussi de voir des éléments concrets par rapport à beaucoup de questions qui se posent, et puis aussi beaucoup de réponses que l'on attend, que ce soit, comme tu le disais, quand on est dans un centre d'orientation et qu'on est étudiant, ou un peu plus tard dans sa vie et qu'on se retrouve à faire des bilans de compétences et qu'on fait émerger des potentiels, des envies, et puis en face, souvent, il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont proposées pour répondre à ces nouveaux enjeux qui sont à la fois dans nos vies personnelles et par rapport à la planète aujourd'hui. Donc, un grand merci pour tout ce travail et bonne continuation. Merci encore Anne. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à très vite. Chères auditrices, chers auditeurs de SoSuite Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs
et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.